Sawadika, bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo sur ma chaîne Kathleen à Phuket. Aujourd'hui, je retrouve Elodie dans un nouveau Parole d'expat. Elle va nous expliquer son histoire après un an de vie en Thaïlande. C'est parti pour la vidéo de la semaine. Alors, bonjour Elodie. Bonjour. Comment vas-tu? Ça va super bien, je suis ravie que tu m'accueilles aujourd'hui. Ouais, quel âge as-tu? Alors j'ai 47 ans, je suis originaire de Nancy, mais j'ai vécu 20 ans à Rennes. Et je suis arrivée à Phuket donc il y a un an. Première expatriation, je n'avais jamais vécu à l'étranger. Alors j'ai beaucoup voyagé dans ma vie, mais je n'avais jamais vécu à l'étranger. Et la raison pour laquelle je suis venue ici, c'était une opportunité professionnelle complètement improbable qui s'est mise sur mon chemin. Exactement. Et du coup, j'ai pesé assez rapidement le pour et le contre. J'étais en recherche d'emploi après 20 ans dans la même boîte. Donc j'étais dans une grande entreprise de cosmétiques française pendant 20 ans. Et puis voilà, j'ai décidé de reprendre ma vie professionnelle en main et voilà, qu'il était temps de changer. Et en fait, pendant un bilan de compétences, il m'est arrivé cette opportunité incroyable sur Phuket. Tu as vu une annonce, une offre d'emploi en fait en Thaïlande, à Phuket, quand tu étais dans c'est ça? Ou mieux encore, je faisais un bilan de compétences, je rentrais de Thaïlande parce que j'étais partie me changer un petit peu les idées en Thaïlande fin 2023, en vacances. Et quand je suis revenue à mon bilan de compétences, l'entreprise qui faisait le bilan de compétences avait cette offre sur Phuket. Donc pour moi, c'est un alignement des planètes qui était à saisir. Hein, voilà. Donc j'ai pesé le pour et le contre. Et quand j'ai eu l'offre d'emploi, dans le marketing aussi, donc voilà, c'était vraiment très aligné avec ce que je savais faire. C'était ton domaine, quoi. Voilà. C'était mon domaine. Donc en fait, c'était quoi le risque? Au pire, j'aimais pas et je rentrais. Et donc, du coup, j'ai plié mes bagages en un mois et demi. Donc, 20 ans de vie française en un mois. J'ai dit au revoir à tout le monde, non sans mal, hein, et je suis partie un peu la bouche en cœur en me disant, voilà, Elodie, tu es très sociable, tu es très adaptable, tu sais ce que c'est que l'étranger. L'Asie du Sud-Est est une de tes régions coup de cœur de voyage. C'est une opportunité extraordinaire de voir un autre monde, donc voilà, vas-y. Et donc tu as pris cette décision rapidement, tu t'es dit, quand tu as vu cette offre d'emploi, tu t'es dit je postule tout de suite et je suis prête à partir demain s'il faut? Quand j'ai vu cette offre d'emploi, je me suis dit il n'y a aucun risque de postuler. De toute façon, j'étais à milieu de m'imaginer que j'allais être prise. Voilà, pour moi c'était limite une caméra cachée. Enfin, je venais de rentrer 15 jours avant. C'était tellement trop improbable que voilà, je me suis dit bon allez, je postule. Après il y a eu un process de recrutement qui a été un peu long, où il y a eu ni son ni image pendant quelques temps. Et puis finalement ils m'ont fait une proposition. Au bout de 2 mois qui était très correcte en fait. Voilà. Et donc je suis partie, je te dis, en l'espace d'un mois, parce qu'ils m'ont demandé d'être ici rapidement. Je suis arrivée, donc il y a un an, quasiment pile un an, voilà, ici, j'ai fêté ma première année à Phuket. Et là, ce travail que tu as trouvé, c'est à Bang Tao, donc tu es au nord de l'île, c'est ça? Ouais, au nord-ouest de l'île. Et qu'est-ce que tu fais alors exactement? Alors moi, je travaille pour un promoteur immobilier qui commercialise et construit des villas de luxe avec piscine sur Phuket. Donc principalement les programmes sont autour de Bang Tao, donc dans l'ouest. Je me suis installée à proximité donc, du bureau, donc à Bang Tao. Et tu fais le marketing pour cette société en fait? Oui, je fais le marketing pour cette société. Voilà. Petite boîte, hein, voilà. Après mon expérience dans une grosse boîte française, voilà, je me retrouvais dans une petite boîte. Donc tout était nouveau pour moi, à la fois l'environnement personnel mais aussi professionnel. Donc c'est une entreprise gérée par des Français, mais avec une équipe internationale, et c'était super d'entrer dans cette entreprise avec un melting pot donc entre des Thaïs, des Français, des Allemands, des Russes, etc. Et c'est super d'évoluer dans un environnement international comme celui-là. Ils ont pris en charge ton work permit et tes documents, etc. pour que tu arrives directement prête à travailler? Oui. Alors, j'avais signé un contrat de travail, j'avais le work permit, ils ont pris en charge le visa non-bi. Si tu viens en Thaïlande dans l'optique de travailler en tant que salarié, ce que je conseille, c'est que
la personne trouve un boulot avant d'arriver, parce que après c'est très compliqué quand même. Quand une fois que tu arrives ici, déjà tu arrives avec un visa de touriste, tu n'as pas le droit de bosser. Beaucoup d'entreprises préfèrent l'État et du coup à compétences égales. Moi j'ai eu la chance d'avoir tout qui était pris en charge par mon employeur, donc j'ai pas eu ce sujet-là. Voilà, il faut suivre les règles, mais les règles sont très claires et voilà, si tu les suis, il n'y a pas de souci. Là, après une année donc de travail, puisque du coup tu es arrivé à travailler tout de suite, quelle est ton impression sur la vie en Thaïlande, sur le fait de travailler dans un environnement complètement différent de celui dans lequel tu étais en France? Quelle est ton impression générale? Déjà dans le positif ou dans le négatif? Globalement, l'impression, elle est hyper positive. Moi, je fais mon bilan à 1 an, là, qui est un peu une étape. Et voilà, globalement, je regrette, mais pas une seule seconde d'être partie. Donc, le positif, c'est que la vie est quand même douce ici. La vie est agréable. Le ressenti qu'on peut avoir en tant que touriste, il se révèle sur la durée. On vit quand même dans un environnement qui est paradisiaque. Après, même si on n'en profite pas au quotidien, on est très boulot-dodo, mais n'empêche, c'est quand même agréable d'aller à la plage, voir le coucher de soleil. Moi, c'est un peu mon kiff, c'est d'aller voir le coucher de soleil après le boulot. Et d'aller me faire ma petite baignade après le boulot. Chose que je n'avais pas forcément l'occasion de faire en France. Et non, j'étais à Paris en France? J'étais à Rennes. Donc j'étais pas bien loin de la mer, mais quand même. C'est pas la même température, Voilà, tu multiplies par 2. Oui, ici je me baigne tous les jours de l'année et c'était pas le cas à Rennes, effectivement. Et comment ça se passe? Est-ce que tu as des collègues thaïlandais ou alors vraiment vous êtes une équipe, on va dire, internationale? Il y a de tout, donc j'imagine que tu parles anglais couramment. Oui. Alors je parle anglais couramment, ce qui est alors j'allais dire un atout, mais c'est un prérequis. C'est un prérequis pour travailler ici. Et donc mes collègues sont un panaché de Thaïlandais, d'Occidentaux, voilà. Et tout le monde travaille en très bonne intelligence. Après, c'est vrai que la façon de travailler à la Thaï est un peu différente. Même la façon d'aborder des problématiques est différente. Il faut s'adapter et ça, c'est super intéressant. Pour moi, c'est pour ça que je vis cette expatriation. C'est pour pouvoir connaître un petit peu les facettes de ce pays. Tu manages des Thaïs aussi? Tu as une petite équipe de Thaï sous tes ordres, on va dire, ou pas? Pas spécifiquement sous mes ordres, mais avec lesquels je travaille au quotidien. Alors, la petite anecdote, c'est que le thaïlandais, tout comme une grosse partie de l'Asie, ne dit jamais non. Et ne dit jamais qu'il ne sait pas. Donc, ça peut être déstabilisant. Voilà. Donc, et surtout dans le monde du travail, on n'a pas l'habitude, nous occidentaux, d'avoir un oui, alors qu'en fait, ils ne pannent rien ou quoi, ou ils t'expliquent un truc alors que finalement, ils ne savent pas plus que toi. Voilà, c'est la petite anecdote que je retiens par rapport aux différences culturelles, on va dire. Mais globalement, ils sont super compétents et hyper agréables. En dehors du boulot, moi, ça peut être un point négatif, c'est que je me suis sentie très isolée. Alors moi, je suis arrivée seule. Voilà, donc je suis arrivée toute seule, voilà, sans famille ici. Sans mari, sans enfant. Non. Et sans chat, sans chien. Non, même pas. Pas de contraintes, s'il te plaît, Kathleen. Et donc je suis arrivée seule, la bouche en cœur, en me disant que voilà, comme je te disais. Sociabilisation, c'est quelque chose qui me... Enfin, je vais vers les gens facilement, etc. Donc voilà, et malgré ça, c'est difficile. Donc ça, il faut vraiment le savoir qu'il faut être hyper motivé pour pouvoir réussir son expatriation quand tu arrives toute seule en Thaïlande. Alors c'est vraiment la solitude que je ne connaissais absolument pas auparavant t'explose en plein visage. Alors c'est du négatif, mais aussi du positif. Moi, en 1 an, mais j'ai l'impression d'avoir grandi et d'avoir mûri. Mais alors, comme quoi, il n'est jamais trop tard pour mûrir. Mais voilà, j'étais très entourée et là, je me retrouve toute seule et je me rends compte que finalement, je suis tout à fait capable de gérer ma vie. Et donc, voilà. Comme une grande. Comme une grande. Très bien. Petite anecdote encore. Vas-y, c'est bien les anecdotes, c'est très bien. Ma grosse fierté de ces 1 an, c'est quand même le passage du permis moto. T'as passé ton permis scooter, toute seule. Ouais, à la régulière. À la régulière. Donc je suis allée à Phuket Town, donc au DLT, au Department of Land and Transportation. Tout à fait. Donc j'ai fait quelques allers-retours parce que c'est pas tout près de là où j'habite.
Et donc j'ai passé le code, donc 50 questions avec un anglais approximatif. Ah, l'anglais des questions du code, il est comique. Hein. Je pense que c'est pas un anglais qui a traduit ça. Non, je pense que c'est Google qui a traduit ça, donc c'est très compliqué. C'est assez tricky, hein. C'est quand même des questions qui sont pas forcément assez super faciles. Moi, j'ai un certain nombre d'années de permis derrière moi. Je pensais que c'était ça allait être une formalité, pas du tout en fait. Donc je l'ai loupé la première fois à 42 sur 50. Il faut faire 5 fautes maximum, donc je l'ai loupé à ça. Mais on peut le repasser. On peut le repasser autant de fois qu'on veut. En plus, on paye que quand on l'a eu. Donc, et les questions sont quand même généralement les mêmes, hein, en plus. Et il y a des sites internet qui vous répertorient, et ça je l'ai su un peu tard. Mais en anglais, vous trouvez les questions en anglais sur les sites internet. Si vous cherchez les questions du code, vous pouvez les trouver. En tout cas, vous aurez à avoir toutes les questions qui peuvent être au code. Donc si vous les préparez à l'avance. Tu bachotes un petit peu avant et tu finis par l'avoir. J'avais jamais conduit de scooter auparavant et c'est une liberté, c'est même un prérequis aussi quand tu habites ici. Soit il faut que tu aies une voiture, soit il faut que tu aies un scooter. Le scooter, c'est quand même 100 fois plus simple que la voiture. Franchement, avec les embouteillages qu'il y a ici. J'ai mis du temps quand même à me familiariser aussi avec la façon de conduire ici, qui est déjà une conduite de l'autre côté de la route, à gauche. Et en plus, c'est assez sport hein, quand même. Il faut être quand même assez vigilant sur la route. On ne peut pas rêvasser quand Je me suis acheté un bon gros casque qui protège bien parce qu'il faut savoir aussi que les loueurs de scooters te louent des casques qui ne valent rien. Ah oui, c'est un morceau de polystyrène. Ouais. Et puis il faut y aller et il faut se faire confiance en fait. Parce que finalement, ils donnent l'impression de conduire n'importe comment, mais en fait c'est assez fluide et une fois que tu as compris un peu le système et que en fait il faut pas se méfier de ce qu'il y a derrière, il faut se méfier dedans. Et voilà, et ça marche. Donc voilà, je pense que maintenant je peux conduire n'importe où dans le monde. Il n'y a pas de problème. Quand tu gères la Thaïlande, tu gères n'importe où dans le monde, ça c'est exactement. Et au niveau de ta vie depuis 1 an, puisque donc tu disais que tu es arrivée toute seule, donc j'imagine que tu es célibataire, donc est-ce que tu as rencontré un petit peu d'autres célibataires ici? Comment ça se passe sur le marché des célibataires en Thaïlande? Parce que là, moi, j'y suis pas depuis longtemps, donc je ne peux pas savoir. Eh bien, j'étais très seule. Alors, il y a une chose qui est a priori normale chez l'expatrié, c'est qu'après les premiers mois de lune de miel, on va dire, où tu découvres, etc., tu vas dans un espèce de gros bad trip au bout de quelques mois. Okay. J'ai eu la chance d'être consciente de ça parce qu'un collègue m'en avait parlé en me disant tu verras, au bout de quelques mois, tu vas descendre très bas, mais t'inquiète, c'est qu'un passage. Pour mieux remonter. Et c'est pour mieux monter derrière. Et finalement, je l'ai vécu et je l'ai vécu plutôt bien parce que j'étais préparée à ça. Mais t'as un gros coup de calgon où tes proches te manquent, où tu te demandes ce que tu fous là, etc. Mais il faut vraiment pas se démoraliser à ce moment-là. Il faut tenir bon parce que ça dure pas longtemps et après ça remonte facile. Et du coup, je me suis sentie très isolée. Je me suis dit, mais il n'y a personne qui me connaît, je connais personne. Allez, crée-toi ton cercle d'amis au départ, voilà. Et donc, j'ai intégré des groupes de Français, notamment sur Facebook, sur Phuket, où j'ai rencontré des gens super sympas, des gens qui répondent à tes questions. Il y en a, heureusement, parce qu'il y a aussi, il y a de tout dans ces groupes Facebook, mais il y a aussi des gens... Il faut faire le tri. Oui. Il faut faire le tri, mais je touche du singe. J'ai eu beaucoup de chance. J'ai rencontré des gens super qui se reconnaîtront. Et avec qui j'ai noué des amitiés et avec qui, sur lesquels j'ai pu me reposer aussi. Parce que c'est vrai que c'est ça qui est dur aussi quand tu es toute seule ici, c'est que tu es très très seule dans tes décisions, dans l'apprentissage des normes, des règles, de tout, hein, des codes ici. Après, au niveau sentimental, c'est un peu morne-plaît. C'est le calme plat. Alors peut-être que c'est moi, hein, voilà. Mais Phuket draine en tout cas attire une certaine catégorie d'hommes qui ne sont pas forcément là pour rencontrer des occidentales, voilà, ou qui sont très vite séduits ou qui se font très vite séduire par des Thaïlandaises qui savent très bien faire ça. C'est vrai qu'il y a les femmes seules ici alors j'en ai rencontré certaines qui ont toutes le même discours, donc voilà, je vais être claire, c'est très compliqué d'être une femme seule ici si tu as envie de te caser, hein. Donc voilà, ou alors tu pars pas avec l'idée que tu vas rencontrer quelqu'un et tu pars avec l'idée que tu vas faire ton histoire, voilà, ici. Et ça vient pas. Et c'est très bien aussi, enfin je veux dire,
les amis, c'est très chouette aussi. Et voilà, après, ça dépend ce que tu cherches, hein, mais voilà. Après, c'est vrai que j'ai pas tenté les sites de rencontres ici, mais bon, je sais pas, peut-être que tu as rencontré d'autres personnes qui ont tenté. Mais apparemment, ce que me disent les gens, c'est qu'il y a beaucoup de gens de passage, en fait, sur toutes ces applications de rencontres, et que du coup, pour trouver des gens qui sont là sur le long terme et qui sont des vrais expats, c'est pas vraiment la cible. J'ai l'impression de ce qu'on me dit, pareil, ils me disent oui, c'est des gens en vacances qui sont là sur l'application, mais donc écoute, mais tu peux tenter, hein, parce qu'il suffit d'un, en fait. Hein. Il en suffit d'un, tout à fait. Et un qui reste. Voilà, c'est pour ça. Et donc, après, si certaines personnes qui nous écoutent sont dans ce cas-là assez seules en tant que femmes, j'ai des contacts de groupes de femmes, alors c'est anglophone hein, pour la plupart, mais de groupes de femmes sur Phuket qui sont pas forcément seules, hein, qui sont en couple et tout ça, mais qui proposent des choses entre femmes. Donc, pourquoi pas aussi, ça permet aussi de découvrir l'île de façon tout à fait agréable et en bonne compagnie. Si on veut être entouré, on est entouré. Après, au niveau sentimental, bah, c'est comme partout, hein, voilà, tu rencontres ou tu rencontres pas la bonne personne, mais en tout cas, il faut une volonté d'aller vers les autres. Les gens viendront pas vers toi spontanément. Et raconte-nous un petit peu une journée typique de ta vie ici, alors dans les journées de travail, en fait, comment ça se passe? Bah, c'est très standard en fait, c'est boulot dodo. En fait, j'ai eu beaucoup de potes de France qui me parlaient de ma vie sous les cocotiers. En fait, quand tu travailles, t'as tes horaires de bureau de 9h. Les cocotiers, voilà. Ouais, tu les vois de loin, mais tu les occultes assez vite en fait. Je me suis même rendu compte que j'allais plus à la plage parce que voilà, je rentrais tard. Et en fait, j'avais même oublié qu'il y avait la mer à 2 pas. Et puis en fait, tu sais que la mer elle est là, donc voilà, tu remets à plus tard. Et puis finalement, quelquefois, tu vois pas la mer alors que j'habite à 5 minutes de la plage. Hein, voilà, donc tu as tendance à rentrer dans une routine. C'est vrai que tu sois ici ou ailleurs, parfois c'est un peu pareil. Après, c'est une routine quand même très agréable. La vie est quand même chouette ici. Moi, je suis dans une petite maison tout à fait modeste, mais dans un environnement super chouette. J'ai plaisir à rentrer chez moi le soir. Combien tu fais d'heures par semaine, tu penses environ? T'es pas aux 35 heures, je pense. Alors oui, je suis sur un contrat local. Ça, c'est aussi un truc important. Je suis pas expat, hein, voilà. Donc je suis sur un contrat local. Donc je fais du 9h 18h tous les jours, y compris le vendredi avec 1 heure de pause. Bon, après, voilà. Tu as un jour ou 2 jours de repos? J'ai 2 jours de repos. C'est bien, il y en a qui ont 15 jours même. Oui, quand je parle avec des Thaïs qui me demandent combien j'ai de jours de repos, elles sont hallucinées de savoir que j'ai c'est rare d'avoir 2 jours. Et mon dimanche. En revanche, là où le bas blesse, c'est sur les jours de congé. Donc là, je suis sur... c'est 2 semaines normalement de congés payés, tu veux dire? Ouais, de congés payés. On est sur 2 semaines de congés payés. Donc là, ça fait un peu mal. Après... Tu peux prendre du sans solde après, non? Tu prends du sans solde si tu le souhaites. Mais c'est sans solde, voilà. C'est vrai que les week-ends ressemblent à des vacances ici quand même. On est d'accord que hors saison des pluies, qui est un des points un peu négatifs ici, c'est quand il pleut, surtout en septembre. Note pour plus tard, je rentrerai certainement en France en septembre. C'est le moment où il faut partir de Phuket, c'est septembre, hein, ou octobre, mais le pire c'est quand même septembre. Et au-delà de ça, tu profites quand même assez facilement de tous les trésors de l'île. Et d'ailleurs, parce qu'en fait, tu peux être assez rapidement à Bangkok, tu peux être assez rapidement dans la baie de Phang Nga par exemple, que je recommande. Est-ce que tu as voyagé un peu en Thaïlande ou tu n'as pas encore eu trop l'occasion? Alors j'ai pas eu trop l'occasion, j'ai profité des différentes visites aussi d'amis pour aller me balader. Je suis allée à Koh Phi Phi, je suis allée à Koh Yai Noi, tu connais, j'ai adoré Koh Yai Noi. Combien coûte ton train de vie par mois? Alors quand tu arrives en tant que touriste ici, tu as l'impression que ça coûte rien. Pas cher. Et tu l'as beaucoup dit dans tes vidéos, on ne vit pas bien avec 500 balles par mois. Quoi. Donc alors, moi j'ai la chance d'avoir un salaire correct, très correct ici. En termes de dépenses, je dois dépenser entre 1500 et 2000 euros par mois en vivant franchement pas une vie somptueuse quoi, si tu veux, somptuaire, pardon. Et donc je mange thaï assez souvent, donc moins de 100 bahts le repas, mais de temps en temps, voire très régulièrement, je mange quand même dans des endroits plus occidentaux qui sont quand même plus onéreux aussi, mais ça fait vraiment du bien d'aller manger une bonne pizza ou un bon steak, hein, voilà. Donc tu estimes ton... je suis entre 1500 et 2000, y compris mon assurance santé, bien sûr, parce que c'est ça le gros... Alors,
il y a le logement. Après, ça reste quand même bien moins onéreux qu'en France. L'assurance santé coûte quand même très cher, hein, et puis plus tu vieillis, plus c'est cher. C'est vrai que je vis de façon assez modeste, hein, ici, voilà. Et puis j'ai le travail, donc forcément, je peux pas, j'ai pas trop le temps d'aller dépenser mes sous, quoi. Ça. Toi qui es dans l'immobilier, alors même si je pense que tu n'es pas toi qui vends, tu n'es pas agent immobilier, mais comment est-ce que tu sens le marché de l'immobilier à Phuket? Parce que je trouve que c'est quand même quelque chose qui préoccupe beaucoup de gens maintenant, c'est de voir toutes ces énormes constructions d'appartements, de nouvelles maisons qui n'arrêtent pas. Les gens disent ça va s'écrouler, les gens disent c'est pas possible, que les prix continuent d'augmenter. Est-ce que toi tu peux nous donner un petit peu ton ressenti par rapport à ça? Alors je suis pas spécialiste de l'immobilier, de ce que j'entends au bureau. Le marché commence à être saturé. Pour moi, le marché a été complètement cassé par les Russes qui sont arrivés massivement et qui ont acheté très cher, et en fait les promoteurs se sont un petit peu lâchés sur les prix, et maintenant les prix sont vraiment trop élevés par rapport à ce qu'ils proposent, franchement. C'est ça, les infrastructures suivent pas derrière. Et les infrastructures suivent pas derrière, c'est-à-dire que les routes sont complètement engorgées. Je trouve que la qualité de vie proposée par un achat immobilier ici, elle n'est pas au niveau, quoi. Elle n'est pas au niveau, parce qu'en fait tu te retrouves dans des bouchons, en fait comme en France. Faut peut-être attendre un petit peu que ça se tasse. Faut peut-être attendre un petit peu que tous ces promoteurs se calment aussi au niveau environnemental, on est quand même sur une catastrophe quand même. Dès qu'il y a un petit lopin de terre, ils construisent des programmes, des apparts, des maisons. Ça dénature beaucoup l'île, et puis c'est une catastrophe aussi par rapport aux inondations, etc. Aux déchets, au traitement des eaux usées, il n'y a rien qui suit. Et on construit, mais penser à l'après, c'est pas trop dans leur manière de faire au Thaï, donc c'est vrai que c'est compliqué, et je pense qu'il y a des choses où ça va être compliqué de revenir en arrière plus tard. Mais donc toi tu penses, en tout cas dans ce que tu entends, c'est que là les choses ça se vend moins que ce que ça se vendait. Il y a clairement une baisse de la demande. Les Russes commencent à être un petit peu plus réticents, les Occidentaux aussi. Après il y a le contexte aussi mondial qui fait que on est tous dans l'incertitude de plein de choses. Et puis il faut savoir aussi que les Français sont pas forcément attirés par Phuket de façon spontanée. Ils vont peut-être plutôt aller du côté de Pattaya. Après Phuket, l'avantage de Phuket pour les Français, c'est qu'il y a le lycée international. Il y a des écoles. Il y a des écoles. Et donc c'est très très bien pour les Français, mais la communauté française est quand même assez restreinte ici, malgré tout. On est surtout sur des communautés russes. Maintenant, avant la guerre, c'était pas ça. Mais maintenant, c'était plus européen avant la guerre. Mais là, pas vraiment. Donc pour revenir à l'immobilier, effectivement, on est sur une période plutôt baissière, on va dire, en ce moment sur la demande. Et toi, donc pour l'instant, ça fait qu'1 an, donc c'est vrai que c'est encore très frais, mais est-ce que tu te projettes comme ça pour les prochaines années? Est-ce que tu te sens bien? Est-ce que même si ce boulot s'arrête, tu te sentirais de peut-être faire autre chose ici et de rester? Ta vie là à Phuket, comment tu l'envisages? Je vis un peu au jour le jour, je t'avoue. Donc actuellement, je suis ouverte à de nouvelles opportunités professionnelles, et je me heurte un petit peu à un marché de l'emploi qui est très très différent de la France. Envoyer un CV sur LinkedIn avec une belle lettre de motivation, ça ne marche pas. Moi je suis dans le marketing, donc il faut un prérequis, c'est de parler thaï, parce qu'on est sur le marché thaïlandais en général quand on travaille dans le marketing. Et puis les Thaïlandais ont les compétences en fait finalement. C'est ça. Donc du coup entre un CV thaï et un CV farang, ils vont prendre le salaire, donc ils vont prendre et c'est pas le même salaire, exactement. Et il y a un point que j'ai découvert, c'est que tout marche au réseau ici. Donc si je peux donner des conseils par rapport aux gens qui viendraient sans travail ici et qui chercheraient avec leur petit CV sous le bras, franchement, alors utilisez LinkedIn par exemple pour faire du réseau, pas forcément pour regarder les offres d'emploi si vous les avez, mais par contre topez la personne qui a l'offre d'emploi et essayez de trouver un créneau pour la rencontrer. C'est que comme ça que ça fonctionne. Sur Phuket, bien évidemment, il y a deux secteurs qui sont majoritaires, c'est donc l'hôtellerie et restauration, hospitality, et le real estate, enfin l'immobilier. Et ce sont des secteurs. Alors moi j'ai eu la chance
d'avoir ma chance justement dans l'immobilier sans avoir d'expérience. Pour l'hôtellerie et la restauration, ils demandent expressément des expériences sur le secteur. Et c'est vrai qu'ils ne te regardent même pas si... c'est pas le cas. Trouver du travail en Phuket, c'est faisable, mais c'est très restreint. Et c'est pour ça que les gens ici, la plupart du temps qui viennent travailler, font leur société et travaillent eux-mêmes. Parce que les salariés, en fait, c'est une minorité. Hein, c'est des étrangers qui travaillent en tant que salariés en Thaïlande et à Phuket surtout. Donc, donc toi, ton expérience, c'est vrai que ton profil est assez atypique parce que tu es arrivé avec un contrat de travail, tu ne connaissais pas, tu n'avais jamais vécu en Thaïlande et c'était pas un désir de ta part de venir vivre en Thaïlande. Comment ça se passe, j'allais dire, là, ta relation avec les Thaïlandais, parce que c'est vrai que tu les connaissais pas. Est-ce que tu as eu des mauvaises expériences ou des choses qui se sont mal passées ou des problèmes avec certaines personnes que tu n'attendais pas du tout ou que ça se passe comme ça ou des choses comme ça? Alors, j'ai jamais eu de problème. Pour moi, les Thaïlandais, j'ai eu des petits soucis, par exemple de scooter qui ne démarraient pas, etc. Les Thaïlandais, je ne sais pas d'où ils sortent, d'où ils sont ou quoi, mais ils sont là toujours pour t'aider et de façon tout à fait gracieuse. Hein, voilà, ils viennent t'aider, ils sortent une boîte à outils de leur poche, tu te demandes ce qui leur arrive. Donc là, pour le coup, au niveau de l'accueil et des Thaïlandais, mais j'ai que du positif en fait. Après, je sais que voilà, on arrive, on est invité ici, voilà, on arrive en tant qu'étranger ici, donc il faut respecter les règles. Voilà. Si jamais tu respectes pas les règles, là ils sont plus tes potes. Mais tant que tu respectes les règles, il n'y a aucun souci. Est-ce que la France te manque ou pas trop pour l'instant? Ça fait qu'un an, hein, donc c'est quand même récent. Ça fait qu'un an et je suis rentrée à Noël. Voilà, j'ai fait le plein de famille, d'amis et de fromage. Ouais, c'est ça. Et de vin. Et de vin moins cher que ce qu'on moins cher, parce que la piquette à 10 balles, bonjour ici. Non, la France ne me manque pas forcément. Alors heureusement, il y a les moyens modernes de communication qui font que les kilomètres en fait s'effacent un petit peu. On est tout le temps en communication avec la famille. Ouais. On est tout le temps en communication sur WhatsApp notamment. Je te dis, la distance est complètement effacée grâce à ça. J'étais contente de rentrer à Noël, mais j'étais contente de revenir ici aussi. D'accord. Donc tu commences quand même à t'habituer, à te sentir chez toi ici. Oui, je me suis fait mon petit cercle d'amis, mes activités. Je me suis mise au théâtre aussi ici. Donc j'ai un groupe de théâtre super qui... anglophone par contre, j'imagine. Anglophone par contre, parce que c'est vrai que un point aussi sur Phuket, c'est que culturellement, c'est assez pauvre. Hein, voilà, on va dire, c'est pas très. Il n'y a pas énormément d'offres culturelles ici. Je suis vraiment contente de cette première année. Je ne sais pas de quoi demain sera fait. On verra bien. Mais voilà. Bah écoute, moi je trouve que, en tout cas, cette année d'expérience en Thaïlande, ta première année d'expérience en Thaïlande est assez positive. Donc tu es partie, je pense, pour y rester encore quelques temps. Donc je te souhaite que tout continue à se passer comme tu en as envie. Je te remercie d'avoir partagé cette expérience sur la chaîne avec nous et avec les abonnés. Écoute, si les gens sont intéressés par la troupe de théâtre, je le mettrai dans la barre de description. Hein, si jamais il y a des gens qui veulent même venir te voir, hein, ça peut être rigolo aussi. Moi j'irai de voir, tiens ça, je viendrai. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous souhaite une très très belle semaine et je vous retrouve samedi prochain 11h pour une nouvelle vidéo. Portez-vous bien. Bye bye.